Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h30 de ce vendredi 13 mars 2015 sur la CRTV. Bonsoir Lucrèce. Bonsoir Atta, Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord les titres de cette édition. Pour plus d'investissements allemands au Cameroun, une conférence économique se tient bientôt au pays d'Angela Merkel. L'annonce est du ministre allemand de la coopération économique et du développement, Gerd Müller, qui conduit une délégation au Cameroun, a pris langue ce vendredi avec le Premier ministre Philémon Yang et certains membres du gouvernement. Formation aux technologies de l'information et de la communication, c'est parti pour l'opération MIGEF 2035. Le top départ a été donné ce vendredi en Kolanga par Madame Nyat Difendi, représentante personnelle de la First Lady Chantal Biya. Maroua Kousseri, l'axe de tous les dangers. Le voyage entre les deux villes camerounaises expose les passagers aux attaques terroristes de Boko Haram. Le risque est élevé, alors le détour s'impose seulement. Tarif et durée du voyage augmentent. Et voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Les yeux doux de l'Allemagne au Cameroun, une conférence économique visant à encourager les opérateurs économiques allemands à venir investir au Cameroun se tient bientôt au pays d'Angela Merkel. L'annonce est du ministre allemand de la coopération économique et du développement, Gerd Müller, qui conduit toute une délégation, a été reçue en audience ce vendredi par le Premier ministre Philémon Yang. Les entretiens ont permis de revisiter la coopération entre les deux pays. La partie allemande a par ailleurs souhaité une amélioration du climat des affaires au Cameroun, porte ouverte aux investissements privés extérieurs. Le ministre allemand de la coopération économique et du développement a eu une journée plutôt chargée, journée marquée par des échanges avec plusieurs membres du gouvernement. La situation humanitaire et sécuritaire de l'extrême nord du fait des exactions de Boko Haram et la production agricole sont autant de sujets qui ont meublé les échanges. La journée du docteur Gerd Müller est racontée ici par Olivier Kingemoli. Tout avait commencé par une allure purement diplomatique au ministère des Relations extérieures avec le professeur Pierre Moukokombonjo pour rappeler l'état de la coopération entre le Cameroun et l'Allemagne avec des actions concrètes. L'institution d'un forum à Berlin qui permettra aux entrepreneurs camerounais et allemands de s'échanger. Et pour donner du contenu à cette déclaration du docteur Gerd Müller, la rencontre au ministère de l'Agriculture dans l'après-midi qui associe 3 autres membres du gouvernement, forêt et faune, élevage, environnement et développement durable. À la clé, un mémorandum d'entente relatif à un nouveau centre vert d'innovation agroalimentaire. Dans ce centre, il a été prévu de développer la formation des acteurs du secteur agricole. Dans le secteur élevage, on va promouvoir l'élevage du poulet. Le Cameroun compte parmi les premiers pays africains à bénéficier de cette initiative de la République fédérale d'Allemagne. Nous reprenons des propositions qui nous ont été soumises par les ministres camerounais, c'est-à-dire en ne misant pas seulement sur la production, mais aussi sur la transformation de produits et en développant aussi de nouvelles formes de commercialisation. La journée du ministre allemand s'achève par ces échanges sur la situation humanitaire et sécuritaire dans la région de l'extrême nord, à la maison Palotti, un symbole pour l'Allemagne et le Cameroun. La 7e journée de la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, se tient lundi prochain. Thème de la journée, promouvoir la paix, la sécurité et l'intégration en Afrique centrale. Le secrétaire général du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Didier Edoa, a procédé ce vendredi au lancement des activités relatives à cette journée. Elle s'articule autour de la sensibilisation des peuples de la CEMAC aux idéaux de paix et de développement. Les diplomates de la CEMAC et le commissaire de l'institution en charge des politiques économiques, monétaires et financières, le Camerounais Paul Tasson, ont pris part à la cérémonie de lancement de la journée de la CEMAC. Reportage Adrien Babaïgué. La célébration de la 7e édition de la journée de la CEMAC s'annonce riche en couleurs, tout au moins si l'on s'en tient au plateau culturel et aux programmes qui ont été présentés aux invités ce vendredi au cours de la cérémonie de lancement des activités marquant cette journée à venir. Mais cet émerveillement a été vite rattrapé par la réalité économique et sociale que vivent certains pays de la CEMAC en ce moment. Attaque de la secte Boko Haram au Tchad et au Cameroun, déficit de réconciliation en RCA, piraterie maritime dans le golfe de Guinée, des faits d'actualité qui ralentissent la croissance de la CEMAC. La paix et la sécurité sont des ingrédients à tout développement durable, tout développement
suis venu avec moi le message de toute la communauté à l'endroit des peuples camerounais et tchadiens face à cette situation gravissime. À travers le thème de cette 7e édition de la journée de la CEMAC, promouvoir la paix, la sécurité et l'intégration en Afrique centrale, la commission de la CEMAC voudrait attirer l'attention des populations sur l'importance de la paix. Et bien que ce faisant, la CEMAC a voulu coller à l'actualité. Il n'est pas de prospérité sans paix, il n'est même pas d'intégration possible sans la paix. Et il se trouve aujourd'hui que la paix et la sécurité sont menacées dans notre sous-région. D'ici lundi, plusieurs conférences, débats, des tables rondes seront organisées sur la libre circulation dans la zone CEMAC, le programme économique régional, le marché commun et l'union douanière dans l'espace CEMAC. Ces espaces de réflexion seront complétés par l'organisation des journées portes ouvertes dans certaines institutions de la CEMAC ici à Yaoundé. Cette opération de charme sera adossée sur les épreuves sportives. Arrimage au TIC, l'Institut africain d'informatique IAI, Cameroun lance l'opération MIGEF 2035. Cette opération vise à former en 20 ans 1 million de jeunes, d'enfants et de femmes à l'utilisation de l'outil informatique. C'est la suite logique de l'opération 100 000 femmes Horizon 2012 arrivée à son terme. Le lancement de MIGEF 2035 était couplé à la dédicace du livre d'or de l'opération 100 000 femmes. Placée sous le très haut patronage de la première dame, Madame Chantal Biya, marraine de l'opération MIGEF 2035, la cérémonie de Kolanga dans la banlieue de Yaoundé était présidée par sa représentante personnelle, Madame Niat Djifendi. Les détails avec Joseph Clément Omba. Une cérémonie au Mans pour lancer l'opération MIGEF 2035 au campus de l'Institut africain d'informatique, centre d'excellence technologique Paul Biya. L'arrivée de Marcy Niat Djifendi, épouse du président du Sénat, représentante personnelle, la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, témoin de l'intérêt que la première dame accorde à une opération MIGEF 2035 qui accompagne l'industrialisation du Cameroun et l'émergence du pays à l'horizon 2035. Millions d'apprenants sur 20 ans, ce qui est énorme, ça veut dire 50 000 en moyenne par an, utilisent Internet, utilisent les réseaux sociaux, et puis utiliser des services comme en télétravail, télésanté. On leur donne ensuite des modules leur permettant de créer, de faire un projet, soit de créer leur entreprise, soit de créer leur emploi. Qu'il s'agisse du maire d'Nkola Famba, du ministre des Finances, Alamine Ousmane Mey, du directeur général de l'IAI, Souleymane Okoussoubé, MIGEF 2035 est une exhortation du président Paul Biya en faveur de la modernisation de l'économie. Ainsi, l'IAI répond à la préoccupation du chef de l'État qui place les jeunes au centre de ses priorités. C'est aujourd'hui pratiquement incontournable, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son domaine, d'avoir un minimum de compétences dans cette technologie. MIGEF 2035 qui vise à former 1 million de jeunes, de femmes et d'enfants à l'outil informatique permet de réduire la fracture numérique. Ce fut le cas pour l'opération 100 000 femmes Horizon 2012. Opération présentée par le directeur adjoint du cabinet civil, Joseph Lé, président du conseil d'administration de la SOPECAM, éditrice du livre d'or, comme une fantastique odyssée à travers les 4 coins du Cameroun. Le livre d'or de l'opération est dédicacé par Armand Claude Abada, représentant résident de l'IAI, pour la représentante personnelle Marcy Niat Djifendi. Elle peut dès lors prononcer la phrase rituelle de lancement. Je déclare solennellement lancer l'opération MIGEF 2035. Quand on a commencé l'opération 100 000 femmes, les gens disaient que c'était trop ambitieux, mais on a dépassé 100 000 femmes. Mais aujourd'hui on dit 1 million, on peut atteindre 2 millions, qui sait. Il faut simplement se donner le courage d'aller de l'avant. Et avec le soutien de la première dame, je suis certain que nous allons réussir. Plusieurs artistes agrémentent l'événement de leur talent. Entre autres, Denis Nafa, Amino Poulou, mais aussi une artiste chinoise. En permettant à 1 million de jeunes, de femmes et d'enfants d'accroître leurs compétences pratiques en technologie de l'information et la communication, MIGEF 2035 entend les rendre plus autonomes dans la réalisation de leurs projets. La journée mondiale du consommateur se célèbre dimanche prochain. En prélude à cet événement, la Ligue camerounaise des consommateurs, une des nombreuses associations existantes au Cameroun, organise toute une semaine nationale pour sensibiliser davantage les consommateurs sur leurs droits.
La rédaction TV de la CRTV a saisi ce prétexte pour s'interroger sur le rôle de ces associations qui disent défendre et protéger les droits et intérêts des consommateurs. Mais à quoi servent-elles réellement au Cameroun? Suivons ce reportage de Karine Olivier Habit. Vous achetez un produit périmé dans un supermarché de la place, vous êtes victime d'une surfacturation. Les associations des consommateurs se tiennent à votre disposition pour essayer, autant que faire se peut, de vous rétablir dans vos droits. Au Cameroun, il existe une cinquantaine d'associations de consommateurs, parmi lesquelles la Ligue camerounaise des consommateurs. Elle reçoit en moyenne chaque mois une centaine de plaintes. L'eau et l'électricité occupent la part du job, c'est-à-dire que la plus grande partie des plaintes, c'est l'eau et l'électricité. En dehors de cela, il y a naturellement la vie chère, qui se caractérise par une surenchère des prix sur le marché, des gens, c'est-à-dire que des commerçants véreux, qui ne restent pas les prix plutôt homologués. Les associations de consommateurs au Cameroun luttent au quotidien pour que les droits et intérêts des consommateurs soient pris en compte. Elles sont partie prenante de toutes les concertations gouvernementales relatives à la consommation, à la fixation des prix homologués de certains produits et à l'élaboration des normes auprès de la NOR. La Ligue camerounaise des consommateurs joue dans son rôle, qui est celui de sensibiliser, d'éduquer et de faire le plaidoyer auprès des instances décisionnelles afin que celles-ci puissent jouer également leur rôle, qui est le rôle de police, c'est-à-dire le rôle d'appliquer les textes qui ont été pris. Quelquefois, ça marche. La Ligue camerounaise des consommateurs, par exemple, compte à son actif plusieurs actions marquantes. Du 21 au 25 avril 2014, nous avons mené une grève de la faim qui a empêché au gouvernement de revoir la hausse du coût de l'électricité. Et également, toujours en 2014, nous avons pu obtenir, à travers un plaidoyer intense et caractérisé par les signatures continues dans une pétition, empêcher la hausse du prix de l'eau. Dans tous les pays du monde, les associations de défense des droits des consommateurs existent. Au Cameroun, sur la cinquantaine d'associations recensées, la plupart, malheureusement, n'existent que de nom. Suite et fin de la série d'installations des responsables du ministère de la Défense nommé le 28 février dernier dans la région militaire interarmée numéro 2. Après Douala et Boya, le ministre de la Défense est rendu à Bamenda dans le nord-ouest. Edgar Alem Bungo a présidé ce vendredi la cérémonie de prise d'armes de 4 commandants. Parmi eux, le colonel Eyon Tambong Ebot, commandant de la 22e brigade d'infanterie motorisée, et le colonel Teganyam, commandant du secteur militaire numéro 6. C'est un reportage signé Françoise Kokichwes à Bamenda. Bamenda Commercial Avenue, les fonds ont fait le déplacement, les autorités de la région du Nord-Ouest également. Le moment est important, il s'agit de la sécurité de tous. Le ministre de la Défense s'installe dans un environnement sensible. Le colonel Eyang Tambong Ebot, 57 ans, tout premier commandant de la 22e brigade d'infanterie motorisée. À ce moment d'insécurité, je dois faire tout pour mériter cette confiance. Autre prise d'armes, celle du commandant du secteur militaire numéro 6, le colonel Oscar Tegangnia, a également 57 ans. Le colonel Guy Beyégué prend la tête de la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest, tandis que la prise d'armes du colonel Thomas Ngomanet comme commandant de la base 202 s'accompagne de bonnes nouvelles. J'ai transmis une promesse de la part de Monsieur le Président de la République de doter la base aérienne de Bamenda de 4 hélicoptères flambant neufs. Après le littoral et le sud-ouest, le ministre de la Défense clôture par le nord-ouest sa série d'installations dans la région militaire numéro 2. Notre appareil de défense se trouve très renforcé et il est désormais apte à faire face en tout temps et en toutes circonstances à l'environnement sécuritaire du moment. Par ailleurs, la section RDPC Mesam 5 a offert 1 500 000 francs aux soldats en lutte contre Boko Haram.
Parés pour le feu, les éléments du Corps national des sapeurs-pompiers le sont. Ils viennent d'achever un stage de formation de chef de colonne et de recyclage en sécurité incendie. Un exercice de simulation mettant en exergue les enseignements reçus a eu lieu ce vendredi à l'hôtel des députés à Yaoundé. Les éléments nouvellement formés ont ainsi pu appliquer les consignes et rassurer le public quant à leur capacité d'intervention. L'exercice de simulation s'est déroulé en présence des moniteurs français du service départemental métropolitain d'incendie et de secours 69 du Rhône en France. Mélanie Bettebeu pour les détails. Il y avait une animation inhabituelle ce vendredi dans la cour de l'hôtel des députés à Yaoundé. Un fait d'autant plus rare que des éléments des sapeurs-pompiers y ont déployé leur arsenal. C'est que l'hôtel a été choisi comme lieu d'une simulation d'une intervention d'un incendie. Pour l'exercice, tout a été fait en grandeur nature. D'abord la fumée, signe évidente d'un incendie au 3e étage. Ensuite, la réception de l'hôtel qui appelle le 118, le numéro vert des pompiers, suivi de l'évacuation des clients de l'hôtel et l'arrivée en trompe des équipes de sapeurs-pompiers, enfin l'intervention rapide des pompiers. Certains se déployant pour éteindre le feu en passant par la fenêtre de la chambre incendiée, d'autres s'engouffrant dans les escaliers pour aller secourir les éventuels blessés. On va assister à l'arrivée des différents secours, des ambulances du SAMU et même du centre des urgences de Yaoundé pour évacuer les blessés vers les centres de santé les plus proches. Le tout aura duré près d'1 heure. Dans le cas d'espèce, ils ont joué leur rôle dans tout ce que nous avons fait ce matin. Les officiers qui étaient formés en une fonction qu'on appelle chef de colonne, qui leur donne l'aptitude de pouvoir commander une intervention dans le cadre d'un poste de commandement où ils peuvent assumer des responsabilités dans les différentes cellules. Et il y avait aussi le stage de recyclage de nos données personnelles en matière de sécurité contre l'incendie. Cet exercice a vu la participation de toutes les administrations supposées intervenir en cas de catastrophe incendie. C'était surtout aussi l'occasion de mettre les soldats du feu à l'épreuve et de rassurer les personnes présentes sur le fait que le Corps national des sapeurs-pompiers travaille chaque jour à améliorer ses interventions afin d'assurer la sécurité des populations. Parce qu'il faut bien le dire, dans une grande ville comme Yaoundé, il ne se passe pas un jour sans alerte incendie. L'insécurité dans la région de l'extrême nord et ses conséquences, l'axe Maroua-Kousseri est désormais classé à haut risque. Les automobilistes ne l'empruntent presque plus du fait des embuscades et des exactions du groupe terroriste Boko Haram. Les plus téméraires préfèrent contourner le danger par le Tchad pour rejoindre Kousseri. Cette situation a un coût. Les tarifs et la durée du voyage sont passés du simple au double. Notre envoyé spécial Eric Benjamin Lamer a fait le trajet. Pour vous, son reportage. Ok, merci, au revoir. 11 heures de route. C'est le temps qu'il a fallu à cet homme d'affaires pour partir de Kousseri à Maroua. La faute à un long détour par le Tchad pour éviter la nationale numéro 1 désormais très plus sûre du fait des attaques répétées de Boko Haram. Hier, on a côté à Kousseri à 7 h du matin. Nous sommes pris par Tchad, par Bangor, Carrefour, Fianga. Nous sommes entrés à côté du village de Hayali. Nous sommes arrivés ici à 18 h. On a passé toute la journée en voyage par avant 3 heures de temps Maroua-Kousseri. De nombreuses agences de voyage qui assuraient la liaison avec Kousseri ont supprimé cette destination. Et celles qui ont maintenu la desserte sont obligées de passer par le barreau d'Anaï. Du coup, les tarifs du transport se sont envolés. Le prix c'est 10 000 pour se rendre à Kousseri. Avant c'était 5 500. C'est très difficile pour ça, c'est vrai. Très difficile parce qu'il n'y a pas d'abord de véhicules. Si vous rencontrez des véhicules, le coût coûte très cher. Ces camions stationnés à la gare routière de Maroua et à la sortie nord de la ville au lieu du Frodina avaient pour destination Kousseri. Leur voyage s'est arrêté ici. À charge désormais pour leurs clients de Kousseri de se débrouiller pour venir récupérer leur cargaison à Maroua. Il y a l'insécurité. Tous les chauffeurs sont obligés de venir garer les camions ici. À ce point, nous avons aménagé dans la gare en 2 parkings. Dans le bloc de parking, de l'autre côté, ça c'est le parking où les camions parquent et repartent sur Douala.
Et le second bloc que vous voyez ici, là c'est le bloc donc, de ceux qui ne veulent pas acheminer la marchandise donc à Kousséri, qui préfèrent garer ici. En attendant que la situation revienne à la normale, seuls les convois sous forte escorte des forces de défense s'engagent sur cette route à l'issue désormais incertaine. Pour soutenir les forces de défense engagées dans la lutte contre Boko Haram, une sortie rituelle exceptionnelle vers le champ de guerre Chemelier est annoncée ce dimanche 15 mars à Fumban dans le Noun. Une sortie rituelle conduite par le sultan roi de Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombo Dioya. Le début de la mobilisation est prévu pour 5 heures ce dimanche. La suite de l'actualité ce soir, c'est avec le ministre de la Communication qui dénonce, je cite, les allégations malveillantes et mensongères de l'ONG REDAC au sujet d'une prétendue mise à mort de façon sommaire par les forces de défense et de sécurité de plusieurs dizaines de personnes soupçonnées d'appartenir au groupe terroriste Boko Haram. Issa Chiroma Bakari, à travers une conférence de presse tenue cette fin d'après-midi à Yaoundé, a tenu à apporter des éclairages sur le sujet tout en saluant le mérite des forces de défense camerounaises. Écoutons le MINCOM dans cet extrait. Depuis quelques semaines, nos forces de défense et de sécurité, engagées depuis plus de 8 mois au front de guerre contre l'organisation criminelle Boko Haram, sont contre toute attente la cible d'une attaque mensongère et totalement inacceptable de la part d'une ONG dénommée Réseau de défenseurs des droits humains en Afrique centrale, en abrégé REDHAC, et dont les chefs de file se trouvent être malheureusement 2 de nos compatriotes. En effet, dans une déclaration datée du 15 janvier 2015 et relayée par un communiqué de presse publié le 18 février 2015, le porte-parole de circonstances de REDHAC fait état, sous forme de dénonciation, de ce qu'il qualifie de graves exactions perpétrées sur les populations de l'extrême nord du Cameroun par nos forces de défense et de sécurité. Il pointe de ce fait du doigt des interrogations qu'il estime musclées, menées par nos militaires qui, sous le prétexte de recueillir des renseignements dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, tétanisent et terrorisent les populations qu'elles sont censées protéger. L'offre de soins en santé grandit dans le littoral. L'hôpital gynéco-obstétrique de Douala accueille bientôt ses premiers malades. Le budget de l'institution a été arrêté au cours de la première session du conseil d'administration de cet hôpital de référence tenu à Douala hier. Une session ordinaire qui a également vu l'installation officielle des membres du conseil et des responsables de cette structure hospitalière. Rosine Bessanan de CRTV Littoral pour les détails. La cité hospitalière de Douala, comme l'appelle affectueusement la présidente du conseil d'administration, Honoré Denise Epekoto, du fait de son imposante architecture qui se dresse dans toute sa majesté à l'entrée est de la capitale économique et sa structure pavillonnaire destinée aux soins des patients est en train de prendre vie. Au mieux, s'apprête à sauver des vies dans les prochains jours. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala va accueillir très bientôt ses premiers patients. Les membres du conseil d'administration ont d'abord été officiellement installés dans leurs fonctions au début des travaux de cette toute première session ordinaire du dit conseil qui aboutit au recrutement et à la nomination du personnel à certains postes de responsabilité, ainsi qu'au vote du budget 2015 équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 2 milliards 477 millions de francs CFA. Pour une première, ça n'est une. Il fallait bien que dès lors que le président de la République a nommé les administrateurs, que le conseil se tienne au plus vite pour le démarrage effectif de cet hôpital que les populations appellent de tous leurs vœux. D'après le professeur Émile Télésphore Mboudou, directeur général de cette institution hospitalière, le budget arrêté permettra à l'hôpital de démarrer effectivement ses activités et être à la hauteur des attentes. Le budget que nous avons voté, en fait, que le conseil d'administration a bien voulu voter ce soir, est un budget, comme on l'a dit, c'est un budget sommaire.
L'hôpital nouvellement construit est destiné à être l'un des meilleurs dans le continent noir si l'on s'en tient au niveau fort élevé des investissements et à la renommée de ses dirigeants au plan international. Les listes électorales comptent 50 000 nouveaux inscrits. Les jeunes en âge de voter sont les plus nombreux dans cette vague. L'annonce est du directeur général des élections, Mohamed Sani Tanimou, présidait hier ici à Yaoundé la réunion trimestrielle d'évaluation des délégués régionaux de l'ECAM. Après les travaux, le directeur général des élections s'est rendu sur le site du chantier de construction de l'immeuble siège de l'ECAM. Question d'en évaluer l'avancement. Reportage Claristan. Comme tous les trimestres, les délégués régionaux de l'ECAM sont venus rendre compte des activités menées sur le terrain. Un accent est mis sur la révision des listes électorales en cours. Les résultats enregistrés, autant qu'ils surprennent, donnent entière satisfaction. Nous avons insisté un peu plus sur le cas de l'extrême nord. Comme vous savez, c'est vu une insécurité. Et j'ai essayé de savoir ce qui concerne le Mayo-Sava et également le Logon de Chari, comment nos agents se débrouillent pour pouvoir inscrire les électeurs dans cette zone. Et je leur ai donné quelques instructions quand même pour essayer de se protéger et suivre aussi les conseils donnés aussi bien par les autorités administratives que militaires locales dans le but aussi bien d'être en sécurité eux-mêmes que le matériel des régions Cameroun. Nous sommes à peu près entre 45 et 50 000 nouveaux inscrits depuis le 2 janvier dernier. Au terme de ce conclave, le directeur général des élections, Mohamed Sani Tanimou, a effectué une descente sur le chantier de construction du futur siège de l'ECAM. L'on surfe là aussi sur une vague sympathique. Nous en avons fini avec les travaux du sous-sol, en tout cas l'entrepreneur. À l'heure actuelle, nous sommes en train de prendre disposition pour lancer le premier niveau. Et ce travail va continuer pendant 3 ou 4 mois. Après, dans cette première phase, nous entamerons une deuxième phase qui va être celle de finition au fur et à mesure que les moyens nous seront débloqués. Bientôt se dressera ici un joyau architectural qui fera certainement la fierté de tous. L'introduction de l'enseignement de l'art et de langue nationale avance à petits pas au Cameroun, mais elle avance tout de même. Le constat a été fait ce vendredi par les responsables du ministère des enseignements secondaires. C'était au cours des célébrations couplées de la Journée internationale des langues maternelles et de la Journée nationale des arts à l'école. Une activité qui s'est déroulée à l'Institut de formation artistique de Mbalmayo. Pour le moment, c'est le seul établissement de l'enseignement secondaire artistique du pays. Les apprenants ont fait montre d'une très grande créativité et le ministre des enseignements secondaires, Luc Bapes, s'en est félicité. Voici le détail avec Elvis Bimba. Du spectacle en qualité, une démonstration de la pratique des diverses langues nationales, c'était agréable la matinée avec les élèves de Mbalmayo. La preuve qu'il faut aller plus loin dans l'enseignement des arts et des langues nationales à l'école. C'est vraiment une bonne chose, n'est-ce pas, d'enseigner l'art dans les écoles, parce que l'enfant est très créatif et il a besoin de s'épanouir en utilisant les arts. Problème, pas d'enseignants formés pour les arts. Ils sont en nombre insuffisant pour les langues et on ne s'est toujours pas entendu sur l'art ou les langues enseignées pour chaque établissement. En attendant, les élèves sont capables d'écrire toutes les langues nationales du Cameroun. Parce qu'ils ont d'abord enseigné l'alphabet phonétique international. Donc ils sont capables de faire des productions écrites pour quelque langue que ce soit. C'est ultérieurement que l'on va s'orienter vers le choix d'une seule langue dont on va apprendre le parler. Le ministre demande aux parents de participer à cet effort. Le ministère travaille à introduire ces disciplines aux examens officiels et à organiser un festival des arts et de la culture à l'école pour primer les meilleurs et créer une émulation avec l'ambition d'aller le plus loin possible. On est obligé de temps en temps de choisir la langue dominante dans une région ou dans une zone et la privilégier au détriment des autres langues. Mais déjà, l'essentiel, c'est de constater l'adhésion. En moins de 5 ans, on est passé de 7 établissements pilotes à plus de 100 qui accueillent aujourd'hui ces enseignements. La généralisation est donc en cours.
La célébration de la Journée internationale de la femme à Gobo, dans la région de l'extrême nord, a particulièrement connu l'implication et l'accompagnement des hommes de cette localité. Pour marquer sa solidarité avec les dames, l'un parmi eux s'est fait confectionner un cabas du nom de cette grande robe traditionnelle et l'a arboré le jour J. À la place des fêtes de Gobo, plusieurs hommes ont salué les avancées réalisées par la femme camerounaise. CRTV Extrême Nord, Abdulaziz Amadou pour les détails. Le 8 mars à Gobo, ce n'était pas qu'une affaire de femmes. Cet homme, pour accompagner les dames dans cette lutte pour l'égalité des chances, n'a pas trouvé meilleure idée que de se déguiser en femme. Même le lamido du canton Mouzeil de Gobo n'a pas résisté à cette ambiance festive. Au cours du défilé, les femmes de l'arrondissement de Gobo ont salué les avancées réalisées par le Cameroun dans la mise en œuvre de la plateforme de Beijing et ont réaffirmé leur engagement à soutenir le gouvernement dans la préservation de l'intégrité du territoire. Il y a déjà les femmes mères dans notre arrondissement et on voit déjà beaucoup de femmes occuper certains postes. Les hommes croient que la fête du 8 mars c'est pour arracher leur force d'être homme, mais ce n'est pas ça. Toutes les femmes ont compris et vraiment on n'a pas de problème. Tous ensemble nous voulons travailler la main dans la main pour que nous puissions lutter contre le terrorisme au Cameroun. Le sous-préfet de l'arrondissement de Gobo, Nana Mamoudou, qui présidait le défilé, a invité toutes les femmes à apporter davantage leur contribution dans le développement de leur localité et du Cameroun tout entier. L'eau, c'est la vie, vous le savez peut-être, mais les réfugiés du camp de Minawao, dans l'extrême nord, le mesurent mieux que vous, certainement. Ces hommes, femmes et enfants déplacés passent des journées entières à la recherche du précieux liquide, bravant la canicule. Le chemin qui mène à l'eau est un vrai parcours du combattant. Et pour soulager ces réfugiés, la société Kamwata vient de leur offrir de l'eau potable dans une citerne qui fera la navette quotidiennement entre Mokolo et Minawao. Abdulaziz Amadou, une fois de plus. Au camp de Minawao, situé dans le département du Mayo-Tchanaga, l'accès à l'eau est un véritable casse-tête pour les réfugiés nigériens. Ici, il faut faire preuve de patience et parcourir parfois de longues distances pour obtenir le précieux liquide. Mais désormais, il y aura de l'eau pour tout le monde. Ce camion-citerne de 10 000 litres, remis au gouverneur de la région de l'extrême nord, en présence du préfet du Mayo-Tchanaga et du représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, fera chaque jour la navette entre la ville de Mokolo et le camp des réfugiés. On a prévu une action en deux parties. Dans un premier temps, il fallait agir dans l'urgence. Et à l'immédiat, on a pensé à un camion-citerne parce que ça peut être mobilisé immédiatement. Nous sommes également en train d'étudier d'autres possibilités pour que l'action puisse permettre d'avoir beaucoup plus facilement de l'eau, non seulement pour le camp, mais également pour toute la zone. Cette initiative de Kamwata est un geste à la fois citoyen et salutaire. C'est un geste hautement significatif et très salutaire, sachant les difficultés que les réfugiés affrontent en termes de déficit d'eau. Avec cet apport, nous serons à la hauteur de 15 litres par jour et par personne, ce qui, à coup sûr, pourra nous permettre d'éradiquer un bon nombre de maladies récurrentes. Demandons à d'autres sociétés également de suivre ce pas pour pouvoir aider nos déplacés, les retourner, mais également les réfugiés. La société Kamwata envisage construire dans les tout prochains jours une extension de transport d'eau potable entre la ville de Mokolo et le camp de Minawao afin de permettre à ces populations déplacées d'avoir accès de manière permanente à l'eau potable. En sport, c'est demain samedi le coup d'envoi du 12e Tour cycliste international du Cameroun. Le départ est prévu à 10h au boulevard du 20 mai de Yaoundé. Toutes les 12 équipes devant prendre part à la compétition sont déjà présentes à Yaoundé et le commissaire de la course arrivé il y a quelques jours se veut rassurant sur les aspects techniques du Tour.
Cette journée de vendredi était consacrée aux dernières mises au point sur le plan organisationnel, aux séances de décrassage pour les différentes équipes et au débriefing entre officiels et techniques et journalistes. Le point à la veille du départ avec Charlie Mérinos-Liatou. Il y avait une très belle ambiance ce mercredi à l'hôtel des officiels et coureurs du 12e Tour cycliste international du Cameroun. Certains sont arrivés aux premières heures de la matinée, d'autres la veille. Mais à quelques heures du premier coup de pédale, il y a comme un air d'assurance qui souffle. Les premières réunions que j'ai eues mercredi matin avec le président Yossi, d'autres avec le directeur technique national, les responsables des étapes, hier avec tous les chauffeurs avec lesquels on a fait un briefing très intéressant. Ouais, tout a été positif, je pense qu'on est bien parti. Je crois que le niveau des équipes, toutes les équipes quasiment sont arrivées ce matin, donc je crois que ça va bien se passer. Dans ce méli-mélo, on retrouve des coureurs suisses sous le label Meuble Descartes. Des ambitions nobles. On est déjà à la 4e ou 5e participation. On vient de faire le tour du Gabon, puis au mois de décembre on a fait le tour du Rwanda qui était extraordinaire, le tour du Rwanda. Le défi c'est déjà de gagner une étape ou deux, puis si possible de gagner le tour. L'équipe slovaque, détentrice du titre, revient avec un effectif toujours plus ambitieux, des coureurs expérimentés aussi. Nous avons une meilleure équipe que dans le Grand Prix Chantal Biya de novembre dernier ou même dans le tour de l'année passée. Et les coureurs, il y a beaucoup de coureurs de chez nous qui ont fait le cyclocross, la saison de cyclocross pendant l'hiver, alors ils sont assez bien en forme. Parmi les Africains, il faudra compter avec le Rwanda et ses spécialistes de la montagne, la RD Congo qui compte sur une génération de jeunes loups. On a rajeuni l'équipe, on est déterminé d'avoir l'expérience pour qu'à la longue vraiment que l'équipe congolaise soit en forme comme on était auparavant. Le Cameroun, quant à lui, mise sur son effectif. 17 coureurs en lice, des garçons bien rodés qui maîtrisent le trajet. Cette journée était consacrée au décrassage pour la plupart des équipes, mais aussi au débriefing entre le commissaire de la course et les hommes des médias pour une couverture optimale de l'événement. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit et ce sera l'équipe en images. Attends, on se retrouve demain lorsqu'il sera 24h. On se retrouve demain. Bonne soirée, mesdames et messieurs. Merci de choisir la chaîne leader. Bonne soirée.